Je m'appelle Grace, et je n'oublierai jamais le silence qui régnait dans la pièce ce jour de Thanksgiving, le cliquetis des fourchettes suspendues dans le vide, tandis que ma tante Marissa déposait sur la table la preuve de mon existence. C'était comme assister à l'éclatement d'un orage après des années de nuages épais. Le visage de ma mère oscillait entre le choc, le déni, puis une expression plus aiguë, comme si elle s'était prise à son propre piège. Pendant près de 10 ans, elle avait répété à qui voulait l'entendre que j'étais le cas désespéré de la famille, celle qui avait gâché son potentiel. Et là, dans la maison de ma grand-mère, une maison de style ranch située juste à l'extérieur de Raleigh, où flottait encore l'odeur de la dinde, la vérité a éclaté au grand jour. Tout a commencé quand j'avais 20 ans, juste après avoir terminé mes études d'infirmière, ou plutôt, pas vraiment. J'ai abandonné après avoir réalisé que les longues journées et la pression constante de devoir réparer, les gens n'étaient pas faites pour moi. C'était comme un aveu discret, j'avais besoin de quelque chose de différent. Mais pour ma mère, c'était une trahison. Elle ne s'est pas contentée de me traiter de déception. Elle l'a officialisé. « Tu as gâché tout ce que je t'ai donné », m'a-t-elle lancé au téléphone cet après-midi-là, la voix tendue comme un fil. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a contacté des proches, colportant des histoires sur ma paresse, mon ingratitude. Dès l'hiver, j'étais bannie des réunions de famille. Un SMS de sa part était clair. Ta présence ne ferait que peser sur l'ambiance. Ce n'était pas une question d'humeur. Il s'agissait de m'effacer, de s'assurer que personne ne voit son propre échec se refléter dans son regard. Je me souviens de cette veille de Noël, assise dans ma vieille berline sur le parking d'une banlieue de Charlotte, le chauffage ronronnant faiblement tandis que je fixais le tableau de bord. Le parking était désert, à l'exception de quelques voitures isolées, et le froid s'infiltrait par les fenêtres malgré la couverture sur laquelle je m'étais drapé. Vivre dans cette voiture n'était pas un choix délibéré. C'était le fruit de mes efforts pour cumuler des heures de travail dans un entrepôt. Des journées doubles qui me laissaient les muscles endoloris, mais l'esprit libre de vagabonder. Ma mère n'en savait rien et ne m'a jamais posé de questions. Elle a construit cette image de moi comme une personne sans espoir. On en parlait à table comme d'un avertissement. On voyait ce qui arrivait quand les enfants n'écoutaient pas. Les proches ont cessé d'appeler, de prononcer mon nom. C'était comme si j'avais disparu. Mais ce soir-là, tante Marissa m'a trouvé garée près de ma voiture sur le parking du supermarché, là où j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle ne m'a ni sermonnée ni prise en pitié. Elle a simplement ouvert la portière passager et m'a dit « Allez, viens, on va te réchauffer ». Son bungalow à Durham est devenu mon refuge, une chambre d'amis avec des draps propres et un repas chaud qui m'attendait. Elle n'a pas soufflé mot à ma mère. Le lendemain matin, elle s'est assise avec moi autour d'un café, m'écoutant parler de mon sentiment de désarroi. « Tu n'as pas dit ton dernier mot », a-t-elle simplement dit, sa main posée sur la mienne. Elle m'a aidé à m'inscrire à l'université locale. Elle s'est portée garante pour un minuscule studio alors que j'avais à peine de quoi payer la caution. Les journées se sont enchaînées avec les cours de droit à l'université, les soirées à classer des dossiers dans un petit cabinet d'avocats du centre-ville. Les avocats du cabinet ont commencé à remarquer ma capacité à déceler les incohérences dans les dossiers et à construire des arguments plus rapidement que certains jeunes collègues. Un associé m'a pris à part après une longue journée de travail. Son bureau embaumait le cuir et les vieux livres. « Tu as le profil pour ça », m'a-t-il dit, me proposant de rédiger une lettre de recommandation si je visais plus haut. J'ai passé le ISAT 3 fois, ma tante Marissa me conduisant à chaque fois, ses encouragements discrets emplissant les trajets. Grâce à des exonérations de frais d'inscription, j'ai pu postuler à une 12aine d'écoles. Et quand Duclos m'a accepté, j'ai eu l'impression de respirer enfin. Ma mère, quant à elle, continuait de me dépeindre comme une personne égarée, probablement à la dérive, voire pire. Elle faisait de moi son exemple à ne pas suivre, tandis que je me plongeais dans les cours et les études de cas, obtenant mon diplôme avec mention, dirigeant la revue de droit et décrochant un poste de clerc auprès d'un juge fédéral. Ma tante Marissa était présente à la remise des diplômes, au premier rang de l'auditorium, les yeux brillants, applaudissant plus fort que quiconque. Ma mère publiait en ligne des photos de sa vie idyllique avec son unique enfant qui réussissait, mon frère qui dirigeait une chaîne de magasins. Elle m'avait effacé des vieilles photos, sous-entendant qu'elle n'avait que lui. Si mon nom était mentionné, elle le faisait taire. On n'en parle pas. J'ai réussi l'examen du barreau du premier coup. J'ai débuté comme procureur fédéral dans le district de Raleigh, plaidant des affaires importantes. Ma tante Marissa conservait un album discret, rempli de coupures de presse,
de certificats, d'une photo de ma première victoire au tribunal. Et pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse envers ma mère. Pas d'appel, pas de nouvelles. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Ce Thanksgiving marquait les 9 ans que je n'avais pas mis les pieds à une réunion de famille. La maison était pleine à craquer. Cousins, oncles, la longue table croulant sous le poids de la vaisselle. Ma mère, fière et assurée, racontait la dernière promotion de mon frère. Ma tante Marissa m'avait convaincue de la laisser gérer une surprise. Je lui faisais confiance, alors je suis restée en retrait, mais elle s'est levée, un document à la main. « Il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir », a-t-elle dit. D'un ton neutre, elle a étalé les documents, mon diplôme de duc, mon certificat d'inscription au barreau, une lettre du juge félicitant mon travail, un article d'un journal local sur une affaire que j'avais gagnée. Le silence a été brutal. Ma mère le fixa du regard, puis arracha le diplôme des mains de sa main, traçant du bout des doigts le sceau comme s'il risquait de s'effacer. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, le visage blême. Les proches murmuraient, les questions fusaient. Depuis combien de temps? Oh! Les yeux de ma grand-mère se sont embués. Elle s'est tournée vers ma mère. Comment pouvais-tu ne pas savoir? Tante Marissa a brandi son téléphone, montrant de vieux SMS où ma mère m'avait déclarée morte à ses yeux. Elle avait interdit mon nom. Le chaos s'est installé. On exigeait des explications. Mon frère a avoué qu'il savait des bribes de choses, mais qu'il avait juré de garder le silence. Ma mère a essayé de me prendre dans ses bras, me chuchotant des mots pour un nouveau départ. J'ai reculé, la voix calme malgré le hochement de tête dans ma poitrine. Tu avais raison sur un point. J'étais une déception pour toi. Tante Marissa m'a ramenée chez moi ce soir-là, sa main sur mon épaule au feu rouge. Mais le lendemain, ma mère est apparue à la porte de mon appartement du centre-ville de Raleigh, son expression passant de douce à insistante. « Il faut qu'on parle de ma pension alimentaire », a-t-elle dit comme si c'était un dû. Mes mains se sont crispées sur le cadre, ferme mais sûre. Pas ce soir. Elle a insisté, j'ai bloqué, et finalement elle est partie. Mais les exigences avaient commencé, et j'ai su alors que le silence que j'avais instauré était le lendemain matin. Mon téléphone vibrait sur ma table de chevet alors que je me réveillais en sursaut dans mon appartement de Raleigh. Le numéro de ma mère s'affichait, mais je laissais sonner, la poitrine serrée à chaque vibration. Plus tard, les messages vocaux s'accumulèrent, sa voix passant d'une douceur confuse à des exigences abruptes. « Il faut qu'on parle de soutien », disait-elle dans l'un d'eux, comme si ma réussite était soudainement devenue un droit acquis. Je les effaçais, mais le malaise persistait comme une ombre planant sur la pièce. Mon frère m'envoya un SMS peu après. « Maman ne va pas bien. Écoute-la. » Je fixai l'écran, réalisant qu'il lui avait donné mon adresse. Il était le seul, outre tante Marissa, à la connaître. La trahison me blessait différemment de celle de ma mère. Je le croyais neutre, mais il était pris au piège. Je faisais les 100 pas dans le salon, le parquet frais sous mes pieds, essayant de reprendre mon souffle. Tante Marissa arriva dans l'heure qui suivit, son sac de voyage à la main, la bouilloire sifflant déjà quand j'eus fini. Elle me raconta les détails. « Il nous faut un plan », dit-elle calmement en me tendant une tasse. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le moindre craquement dans l'immeuble me faisait sursauter, l'imaginant de nouveau à la porte. À l'aube, d'autres messages de mon frère. La famille s'entraide. Tu compliques tout. Je fis des captures d'écran et créai un dossier sur mon téléphone. L'idée de tante Marissa pour prouver les choses empirait. C'était froid et impersonnel, comme monter un dossier contre ma propre famille, mais nécessaire. Le travail devint mon refuge. Le tribunal fédéral de Raleigh, un monde de structures et de faits. Je me plongeai dans les dossiers de corruption. Des feuilles de calcul remplies de preuves s'étalaient sur mon bureau. Ma collègue Riley remarqua ma distraction et me tendit un café sans un mot. Des affaires de famille, murmurai-je quand elle me demanda. Elle hocha la tête. Pas de questions indiscrètes, juste une solidarité silencieuse. Cela me soulagea. Ma supérieure, Elena Marquet, me convoqua plus tard. Son bureau donnait sur la place de la ville. Mon cœur rata un battement. Ma mère les avait-elle contactés? Mais non, elle avait juste senti la tension. Si quelque chose te préoccupe, on peut s'en occuper, dit-elle. J'ai d'abord gardé le silence,
mais son regard perçant a fini par révéler la vérité. Une parente envahissante. Les limites avaient été franchies. Elle a immédiatement prévenu les RH, le haut-parleur bourdonnant pendant que nous recensions les risques potentiels. La sécurité a signalé le profil de ma mère. Accès interdit. Alerte sur place. En retournant à mon bureau, je me suis sentie un peu soulagée, sachant que je n'étais pas seule. Ce soir-là, une cousine que je n'avais pas vue depuis des années m'a transféré une publication sur les réseaux sociaux. Les lamentations vagues de ma mère sur des enfants ingrats qui oublient leurs racines. Les commentaires ont afflué de la part de parents éloignés, la présentant comme la mère souffrante. Mes mains tremblaient en faisant défiler les messages, son rôle de victime me blessant profondément. J'ai tout enregistré, ajoutant les messages au dossier. Tante Marissa m'a répondu rapidement par SMS. Documente tout. C'est son comportement habituel. Ma grand-mère a appelé ce soir-là, sa voix fragile au bout du fil. On ne pourrait pas en parler, a-t-elle supplié, proposant un dîner chez elle. Je l'aimais, mais je lui ai expliqué doucement. Pendant toutes ces années, la communication n'a servi à rien, elle m'a rejeté. Elle s'est tue, puis a soupiré. Je comprends, ma chérie. Tiens-moi au courant, pour que je ne m'inquiète pas. Après avoir raccroché, un sentiment de culpabilité m'a envahi. Non pas envers ma mère, mais d'avoir entraîné ma grand-mère dans cette histoire. Le lendemain, tante Marissa est arrivée avec son ordinateur portable installé sur la table de la cuisine, tel un centre de commandement. Elle a ouvert des fichiers que je n'avais jamais vus. De vieux emails, des SMS datant de l'époque où elle m'avait coupé de tout. Ma mère me traitait de bonne à rien, disait à la famille de ne pas m'aider car j'avais besoin d'apprendre. Un message de groupe affirmait que j'étais née mauvaise, irrémédiable. Le lire m'a glacé le sang, la preuve, en pixels, que sa cruauté n'était pas nouvelle. Tante Marissa me regardait, le visage triste mais déterminé. J'ai tout gardé parce que je savais que tu avais besoin de la voir, de constater qu'elle ne se faisait pas d'illusions. Cela a confirmé les limites que je cherchais à établir, mais cela a aussi ouvert une brèche. Le chagrin de ne plus pouvoir compter sur la mère que j'avais espéré qu'elle soit. Le lendemain après-midi, mon frère a appelé d'un numéro inconnu pendant que je consultais mon dossier. Pas de salutation, juste « Maman a des factures impayées. Tu t'en sors bien maintenant. Aide-la à se remettre sur les rails. » Sa voix avait cette intonation familière, comme s'il récitait un texte. La colère m'a envahi. Pourquoi ces problèmes étaient-ils les miens? Mais j'ai perçu le désespoir sous-jacent. Je savais qu'à 34 ans, il vivait encore chez elle. Prisonnier de ses difficultés financières. Elle était comme un appât. Pourquoi lui as-tu donné mon adresse? Ai-je demandé. Silence. Puis un aveu discret. Elle avait menacé de le mettre à la porte. Cela a changé ma perspective. Il ne se contentait pas de l'encourager dans ses travers. Il était lui aussi pris au piège. Je lui ai dit que je ne pouvais rien faire pour lui, mais que je ne le couperais pas de ma vie s'il respectait mon espace. Il s'est excusé, l'air sincère, même si la confiance prendrait du temps. Ce soir-là, Marissa et moi avons cherché des solutions en ligne. Modèle de plainte, loi sur le harcèlement. Nous avons envisagé une escalade, mais son arrivée impromptue a fait pencher la balance. Elle connaissait une avocate spécialisée en droit de la famille, Lorraine Davis, qui gérait les situations complexes. Demandons conseil, dit tante Marissa. J'acquiesçai. L'idée de limite professionnelle me semblait une armure. Le lendemain matin, je reçus un courriel de ma mère. Objet, déclaration concernant l'investissement parental. Je l'ouvris sur mon lit, le souffle coupé. Un tableau Excel récapitulait les dépenses, nourriture, vêtements, travail émotionnel, pour un total de plus de 200 000 $. Des mensualités de 2 000 $ seraient justes, écrivait-elle, comme si j'étais seule à rembourser. Stupéfaite, je le transférai à tante Marissa et à maître Davis. Cette dernière répondit rapidement, aucun fondement juridique, mais une preuve flagrante de coercition. Nous nous rencontrâmes le lendemain dans son bureau encombré, des livres empilés comme des sentinelles. Je lui exposai l'histoire, l'exclusion, la révélation, les exigences. Elle acquiesça en prenant des notes. Commençons par la lettre. Des limites claires, sinon on passe à l'étape supérieure. Un soulagement mêlé d'appréhension. C'était du sérieux. De retour chez moi,
j'envoyais un seul courriel à ma mère. Plus d'argent, seulement des emails, plus de visites, puis elle a bloqué ses numéros dès qu'ils s'allumaient. Des messages vocaux professionnels ont suivi, ses menaces accompagnées de ses appels à vélo. Je les ai sauvegardés, le cœur lourd. Riley a de nouveau apporté du café, sentant le tremblement dans mes mains. « Tu peux le faire », a-t-elle dit. Mais à mesure que les exigences s'accumulaient, la tension montait, mes espaces de sécurité se réduisant comme peau de chagrin sous son emprise. Rétrospectivement, ces semaines après l'intensification des exigences m'ont donné l'impression de marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre que je croyais déjà franchir. Le tableau Excel, son relevé, pesait comme un fardeau dans ma boîte mail, réduisant mon enfance à de simples lignes de dépenses. 50 $ par mois pour des conseils, 200 $ pour des fournitures scolaires dont je me souvenais à peine. Ce n'était pas seulement l'absurdité. C'était le calcul froid, comme si l'amour n'avait jamais été qu'une transaction. Ce soir-là, assise sur mon canapé, une tasse de thé refroidissant entre mes mains, je fixais l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Pourquoi cela faisait-il si mal, même après des années de silence? Tante Marissa a appelé, sa voix est un ancrage solide. C'est elle qui est, pas toi. Mais dans le silence, le doute s'insinua. Et si c'était moi l'ingrate, transformant le succès en arme contre elle? Les histoires de ma grand-mère me revinrent quelques jours plus tard, lorsque tante Marissa et moi nous rendîmes en voiture à sa maison de campagne, un samedi, sous le soleil de Caroline du Nord qui filtrait à travers les pins. Assise sur sa chaise de cuisine, les mains crispées autour d'une tasse, elle évoqua le passé de ma mère. Elle tenait toujours les comptes, dit-elle doucement, se souvenant comment, adolescente, ma mère comptabilisait les services rendus comme des dettes. De nouveaux vêtements exigeaient de vieilles offenses ressuscitées des années plus tard. Il y avait cette fourmi qu'elle avait écrasée à cause d'un affront lors d'un mariage. 5 ans de silence, jusqu'à ce que l'occasion se présente. Ton grand-père l'avait compris très tôt, ajouta ma grand-mère, le regard absent. Elle disait qu'elle voyait les gens comme des investissements. Soudain, tout s'éclaira. Des pièces d'un puzzle que je portais sans le savoir. Cette facture n'était pas un signe de désespoir. C'était sa vision du monde, où je n'étais qu'une ligne de plus à équilibrer. La culpabilité s'intensifia en entendant ces échos générationnels, rendant sa cruauté presque inévitable, mais non moins mienne. J'ai tenu la main de ma grand-mère par-dessus la table, sentant sa chaleur fragile, et j'ai murmuré que ce n'était pas sa faute. Mais intérieurement, une douleur sourde s'est installée pour la mère qu'elle aurait pu être, pour cette famille brisée avant même que je ne quitte l'école. Nous avons été interrompus par les phares de la voiture de mon frère qui crissait sur le gravier. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, lorsqu'il a demandé à parler dehors. Le détecteur de mouvement du jardin s'est allumé, l'air froid nous mordant tandis que nous restions là. Les mots ont jailli de sa bouche. Des années à être son messager, à répandre ses histoires, à dissuader les proches de prendre contact. Je suis fatigué, a-t-il admis, la voix brisée. Mais elle me tient prisonnier. Rentrez. Mais à quel prix? Une pointe de sympathie s'est glissée dans son esprit, mêlée à la douleur de son rôle dans mon effacement. Je ne peux pas te sortir de là, ai-je dit, les bras croisés pour me protéger du froid. Mais si tu choisis autre chose, je ne te fermerai pas la porte. Il a hoché la tête, les épaules affaissées, révélant que ses dettes s'accumulaient à l'approche de la fin. Cela l'a humanisé un instant, mais n'a pas effacé les années où elle m'avait laissé croire que je ne valais rien. De retour à l'intérieur, l'atmosphère était plus lourde. J'ai serré ma grand-mère fort dans mes bras, lui promettant des visites plus simples bientôt. Le trajet en voiture avec tante Marissa s'est fait dans le silence, les arbres défilant flous, mon esprit repassant en boucle les motifs comme des lianes étouffant ce qui aurait pu pousser. Maître Davis a rédigé la mise en demeure cette semaine-là. Son bureau, un havre de paix et d'efficacité tranquille, était rempli de dossiers empilés. Cela fixe les limites, a-t-elle expliqué. La lettre listant les incidents, la visite à domicile, le texte du tableur transmis par mon frère. Je l'ai approuvé. Mon doigt a hésité avant d'envoyer. Un petit geste pour reprendre le contrôle de mon espace. Mais la violation n'a pas tardé. Un courriel d'un inconnu m'invitant à un dîner de famille chez ma grand-mère. Son intention était évidente. La colère a déferlé, vive et lucide. Plus de culpabilité pour ses choix. Davis l'a confirmé. De quoi justifier d'autres mesures. Nous avons parlé d'escalader la situation,
mais j'ai préféré attendre et envoyer une lettre plus ferme. Toute violation entraînerait un procès. J'ai commencé une thérapie pendant cette attente. Le cabinet du docteur Elena Lopez, un espace à la lumière tamisée dans un immeuble de bureaux de Raleigh. Arrivé en avance, le trac palpable, je lui ai tout déballé, l'exil, la révélation, le harcèlement. Les larmes ont jailli sans que je les veuille, submergée par la culpabilité. Suis-je cruelle? Elle m'a écouté, puis m'a demandé doucement. Tu as respecté ses limites pendant des années, sans jamais forcer le contact. Pourquoi les tiennes seraient-elles moins valables? Ces mots m'ont figé, relativisant le déséquilibre. Les limites ne sont pas des attaques, a-t-elle dit. C'est la façon de protéger ce que l'on a construit. Nous avons analysé la situation lentement. Ma colère s'est muée en tristesse, la perte d'une relation qui n'avait jamais vraiment existé. Les séances sont devenues un rythme. Des jeux de rôle pour répondre à ces tentatives de culpabilisation, dissociant ces réactions de ma responsabilité. Un travail sur soi, un fil conducteur. Cette affaire de corruption très médiatisée exigeait de longues nuits blanches. Les preuves s'empilaient sur mon bureau, comme des remparts contre le chaos. Riley est passé me voir avec un café pendant une séance marathon, s'asseyant brièvement. Tu gères ça comme une pro, a-t-elle dit, sa voix discrète renforçant la mienne. La superviseure marquée a fait l'éloge d'une motion que j'avais rédigée. Son courriel m'a rappelé que j'avais mérité cette vie. Mais les nuits passées seules, le silence de l'appartement amplifiait mes doutes. Des pas dans le couloir me tiraient du sommeil, et j'imaginais l'escalade de la situation. Le silence de ma mère après la deuxième lettre s'étirait, pesant, une pause chargée de sens. Tante Marissa m'a averti, elle se ressaisit. Puis l'appel de l'hôpital pour mon frère. Maman te demande. La culpabilité m'a submergée jusqu'à ce que les détails émergent. Anxiété. Aucune urgence réelle. Manipulation flagrante. Je lui ai proposé des ressources, des liens vers des appartements, des conseils budgétaires, mais rien de plus. L'avocate Phyllis Davis a entendu parler de ces mensonges, des murmures de proches selon lesquels j'avais abandonné son attention. Se concentrer sur la vérité, elle m'a conseillé de me recentrer sur les points d'ancrage, les dîners chez tante Marissa, les appels de ma grand-mère concernant son jardin, quand ma mère a frappé à la porte de tante Marissa quelques jours plus tard en criant à la trahison. Cela a brisé le calme. Marissa a filmé par la fenêtre l'arrivée de la police pour l'escorter. Un avertissement pour intrusion a été enregistré. La vidéo transmise à Davis a tout renforcé. Assise à ma table de cuisine ce soir-là, un dossier ouvert avec des emails, des rapports, j'ai senti le changement. Non pas réagir, mais être prête à agir. Les schémas, son contrôle, le piège dans lequel mon frère était piégé, la lassitude de ma grand-mère n'était pas de mon ressort. La thérapie résonnait. On peut faire le deuil de la mère dont on avait besoin sans porter le fardeau de ses choix. Ce processus d'approfondissement a été lent. La colère a cédé la place à la clarté. La culpabilité s'est estompée pour laisser place à la résolution. Mais dans le silence, j'ai commencé à comprendre que retrouver ma paix n'était pas un rejet. C'était une renaissance. La décision s'est cristallisée au cours de ce week-end. La pluie tombait en fines gouttes sur les vitres de mon appartement tandis que j'étais assise avec tante Marissa, nos ordinateurs portables ouverts sur la table basse. Nous avions passé en revue le dossier, les emails, le tableur, le rapport de police concernant son accès de colère au bungalow. Elle ne s'arrête pas, dit tante Marissa d'une voix ferme, mais empreinte de lassitude de quelqu'un qui connaissait bien ce cycle. J'acquiesçai, le poids de la situation s'estompant. Plus question d'attendre un changement qui ne viendrait pas. Lundi, j'ai envoyé un email à l'avocate Davis. Poursuivez la procédure d'ordonnance restrictive. Elle a rapidement rédigé la requête, y intégrant les témoignages. Le récit de tante Marissa sur la scène dans la pelouse. Le mot de ma grand-mère expliquant qu'elle avait été utilisée comme messagère. Cela révèle un schéma, m'expliqua Davis au téléphone. Une escalade malgré les avertissements. L'audience s'était fixée à 3 semaines plus tard. Une petite salle d'audience au tribunal supérieur du comté de Wake. Ces jours-là se sont fondus dans la préparation. Je répétais mon témoignage avec Davis dans son bureau. Ces questions aiguisaient ma concentration. Tenez-vous en au fait, me conseilla-t-elle. Date, action,
pas d'émotion. La thérapie avec le docteur Lopez m'a aidé à démêler le reste. J'avais la boule au ventre. Témoigner contre elle me semblait injuste. Je l'admets. Mouchoir en main. Elle se pencha en avant. C'est une conséquence de ces violations, pas de ton attaque. Tu t'es protégé jusqu'ici. Le tribunal ne fait que rendre la chose exécutoire. On a répété les faits, je récitais les incidents jusqu'à ce que ma voix soit stable. Le travail me rassurait aussi. Je veux une motion clé dans cette affaire de corruption. Les juges prononçaient une affirmation discrète au milieu de la tempête. Riley m'a tapé dans la main dans le couloir. Tu gères. La superviseure Marquet a modifié mon emploi du temps pour mes rendez-vous. Son soutien me rappelait que mon monde ne s'arrêtait pas là. Mon frère a emménagé dans la chambre d'amis de tante Marissa en milieu de semaine. Ces quelques cartons empilés comme un nouveau départ hésitant. Autour d'un café dans un café neutre du centre-ville, il a continué sa thérapie 2 fois par semaine, déballant des années où il avait été complice. Je comprends maintenant comment je l'ai aidé à me contrôler, dit-il en remuant lentement sa tasse. Maux de tête, stress, ça me perturbe. Un espoir prudent s'est éveillé. On parlait de choses légères, son travail, la recherche d'un appartement. Mais j'ai posé des limites claires. Aucune information à lui donner. Aucune pression. Des actes plutôt que des paroles. Je le lui ai dit. Il a accepté. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que des frères et sœurs apercevaient la lumière du jour. La tension était palpable à l'approche de l'audience. Un courriel de ma mère est arrivé mercredi. Laisse tomber et j'arrête. Passons à autre chose. Je l'ai transféré à Davis qui m'a rappelé. Elle admet que le savoir nous fortifie, mais promet qu'elle a brisé ses liens. Nous avons discuté des options, mais le schéma se répétait, les mises en demeure ignorées. Des solutions de contournement ont été tentées. Il faut que ce soit fait. J'ai dit qu'elle l'avait ajouté au dossier. Ma grand-mère a appelé ce soir-là, la voix tendue. Ma mère était venue me supplier de transmettre les messages. Je lui ai dit non, a-t-elle dit. Les limites, ça marche dans les deux sens. Un mélange de fierté et de tristesse m'a envahi pour elle. Elle ne devrait pas avoir à choisir. Je suis fière de toi aussi, ai-je répondu. Nous avons abordé des sujets plus légers. Son club de lecture, ma dernière affaire. De petites choses normales comme des bouées de sauvetage. Le jour de l'audience s'est levé clair. Je me suis habillée d'un tailleur bleu marine. Cheveux tirés en arrière. Le procureur Davis m'a rencontré devant le palais de justice pour passer en revue la stratégie dans le silence du hall. La salle était intime, quelques rangées de spectateurs étant vides à l'exception d'un greffier. Mon cœur battait la chamade tandis que nous nous asseyions, les papiers craquant sur mes genoux. Ma mère est arrivée seule, se défendant elle-même, le dos raide, prenant la défense adverse, évitant mon regard. Le juge est entré, le marteau résonnant, et l'audience a commencé. J'ai témoigné en premier, immobile malgré mes paumes moites. Davis m'a guidé. Décrivez le premier contact après Thanksgiving. J'ai exposé les faits chronologiquement. La demande sur le pas de la porte, l'empêchant d'entrer. Le tableau Excel récapitulant mes dettes et les violations de la loi par procuration. L'altercation au bungalow avec la police. Elle a ignoré 2 lettres demandant de ne plus me contacter. J'ai dit, même voix. Les pièces à conviction ont suivi. Des courriels imprimés. Les déclarations du rapport de police. Le témoignage de tante Marissa décrivait en détail les cris. Les menaces de regret. Celui de ma grand-mère confirmait la tentative de messager. Le juge a examiné les faits, les sourcils froncés. Ma mère a contre-interrogé, ses questions teintées d'accusation. Pourquoi faire ça à votre propre mère? J'essaie juste de renouer le contact. Je me suis contentée de répondre aux faits. Vous avez franchi les limites à plusieurs reprises malgré mes demandes claires d'arrêter. Sa voix montait. Vous m'intimidez avec votre diplôme de droit. Le juge est intervenu. Posez-vous uniquement des questions. Quand ce fut son tour, elle parla avec émotion. J'ai tout sacrifié. Les familles gèrent généralement ce genre de situation en privé, mais là, sous l'interrogatoire du juge, pourquoi cette visite après la lettre?
Expliquez-moi la facture. Elle hésita, des contradictions se dessinant, niant d'abord l'escalade de la violence, puis invoquant le stress. La suspension de séance fut brève. 5 minutes qui parurent une éternité dans le couloir. Tante Marissa attendait dehors, sa présence silencieuse étant un soutien précieux. Je lui avais demandé de ne pas regarder, mais elle avait insisté pour rester près de moi. Le juge reprit la parole d'un ton mesuré, compte tenu du harcèlement, des contacts non désirés, de la coercition financière et des violations des limites malgré les avertissements. J'accorde une ordonnance d'éloignement d'1 an. Les dispositions s'appliquent à un périmètre de 150 mètres autour de mon bureau à domicile et des lieux connus. Aucun contact direct, ni téléphone, ni courriel, ni réseaux sociaux, sauf par l'intermédiaire de mes avocats en cas d'urgence concernant ma grand-mère. Toute violation entraînera une arrestation. Elle a averti ma mère directement. Un soulagement immense m'a envahi, mes genoux flageolants tandis que je me relevais. Enfin, une protection efficace. Ma mère s'est levée brusquement, sa chaise grinçant sur le sol, et est sortie en trombe sans un regard, la colère inscrite dans sa démarche. Davis m'a serré le bras. Victoire éclatante. Tu as gardé ton sang-froid. Nous avons rassemblé les dossiers et sommes entrés dans le hall baigné de soleil où tante Marissa m'a enlacé. Le déjeuner dans un café voisin s'est déroulé dans le calme, nos sandwichs intacts, le temps de décompresser. Je suis fière, a-t-elle dit, les yeux embués. J'aurais aimé réagir plus tôt quand elle t'a coupé les ponts. J'ai pris sa main. Tu m'as sauvée à ce moment-là. C'est tout. Nous avons levé nos verres d'eau à nos liens indéfectibles. Le tintement des verres a été une douce catharsis. Les jours suivants, la paix s'est installée comme un brouillard qui se dissipe. Plus de sonneries, plus d'ombre à la porte. Mon frère a envoyé un texto. Elle se concentre sur ses dettes. Elle a trouvé du travail dans le commerce. Des nouvelles lointaines. Non, merci. La thérapie a permis d'assimiler le changement. Tu as repris le contrôle de ton histoire. Le docteur Lopez a dit que le travail avait progressé. L'affaire de corruption avait avancé. Ma concentration s'est affinée, libérée de toute appréhension. Cette décision n'était pas une vengeance, mais le renversement de situation que j'avais mérité. Son emprise s'est muée en autonomie. Les mois qui ont suivi l'audience se sont écoulés comme une lente expiration, l'écho du tribunal s'estompant peu à peu dans un rythme plus calme. Le travail a repris son cours normal. Plus besoin de jeter un coup d'œil à la porte du bureau, craignant d'être interrompu. L'affaire de corruption s'est conclue en un clin d'œil. Les preuves que j'avais rassemblées ont tenu bon lors du procès. Un après-midi, ma superviseure, marquée, m'a prise à part, la fenêtre de son bureau donnant sur la silhouette de Raleigh. Votre concentration a été exceptionnelle, m'a-t-elle dit. Lee s'occupe du prochain gros dossier. J'ai acquiescé, cette promotion me procurant une sensation de stabilité. Riley a fêté ça avec un verre après le travail, le murmure du bar servant de toile de fond au rire suscité par les gaffes au tribunal. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais pleinement présente, sans aucune ombre menaçante, ma vie de famille se reconstruisant petit à petit. Quelques mois plus tard, mon frère m'a invité dans son nouvel atelier, un espace réduit dans un vieil immeuble de Durham. Des murs nus, une chaise pliante, mais la sienne. Nous étions assis par terre avec des pizzas à emporter. Gris observait les boîtes tandis qu'il me parlait de ses progrès, ses cours, sa thérapie qui lui permettait de se défaire de ses anciens rôles. Je me rends compte que je la laissais me manipuler, a-t-il admis. Sans se défendre. Je l'écoutais, l'encourageant avec prudence. Continue à prendre soin de toi, lui ai-je dit. La confiance s'est installée peu à peu, les cafés occasionnels se transformant en conversations plus fluides sur son travail. Mes affaires, rien de grave. Les actes étaient en accord avec les paroles. Plus aucune fuite. Les dîners chez tante Marissa étaient devenus un rituel. Un jeudi sur 2, la cuisine de son bungalow s'échauffait de lasagne ou de ragoût. Un soir, elle leva son verre au chemin que nous avions choisi. Ma grand-mère se joignit à nous en venant chaque semaine dans sa maison du ranch, juste nous deux autour d'un thé et de ses recettes. Elle paraissait parfois plus fatiguée, mais ses histoires étaient plus spontanées. Les fleurs du jardin, les débats du club de lecture. Je suis heureuse de tout ça, disait-elle. Main dans la main. Plus de compromis.
Un soir, elle me confia que cet ordre la rendait triste, mais aussi soulagée. Les limites nous permettaient de respirer. Je lui ai promis plus de moments de calme, et nous l'avons fait. Simple, sans les vieilles fractures. La thérapie avec le docteur Lopez nous a aidés. Les séances oscillaient entre crise et croissance. Un deuil complexe. Elle l'appelait le deuil de ce qui n'a jamais existé. Nous avons listé nos souhaits. Une mère qui me voyait entière. Puis les réalités, la constance de tante Marissa, la douceur de ma grand-mère, l'indépendance naissante de mon frère. C'est toi qui as construit tout ça. Le docteur Lopez a dit. Les liens que l'on choisit guérissent. Le sommeil s'est amélioré. Ces réveils à 3 heures du matin sont rares maintenant, remplacés par des matins où je sirotais mon café, regardant la ville s'éveiller, me sentant bien dans ma peau. 1 an s'est écoulé depuis ce Thanksgiving. L'ordre a été renouvelé sans incident. Les papiers ont été déposés. Aucune infraction constatée. Mon frère mentionnait les mises à jour avec parcimonie. Notre mère dans un appartement modeste. Des quarts de travail dans le commerce de détail, étudiant ses dettes. Non, s'il vous plaît. Pas de scène. Je l'ai lu une fois. J'attendais la tourmente, mais je n'ai trouvé que de la reconnaissance. Son chemin, le sien, le mien libre. La préparation du procès très médiatisé remplissait les journées. Une seule requête. Une réputation solide. Tard un soir au bureau. Des dossiers étalés sous la lumière du bureau. Cela m'a frappé. Ma vie ne gravitait plus autour d'elle. Le succès n'était pas une vengeance. Il était le mien. Difficile. Les dîners de famille ont également évolué. Tante Marissa en organisait un avec nous tous. Mon frère, grand-mère, moi. Aucune mention d'absence. Juste des assiettes passées. Des cartes distribuées après. Des rires sur les victoires sournoises de grand-mère. C'est la famille, a-t-elle dit. Minam, les yeux brillants. Sur le chemin du retour, les réverbères se brouillaient, une douce chaleur persistait. J'avais perdu l'illusion de ce qui aurait dû être, mais gagné de vraies personnes qui avaient choisi la gentillesse et le respect. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau départ, celui de se choisir enfin soi-même. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.